Au nom de l'Association tunisienne de défense des valeurs universitaires, je souhaite la bienvenue à tous nos invités. Je souhaite la bienvenue d'abord à Sophie Bessis, à notre ami Hamad Erdissi, la présidente de notre association. Nous sommes très heureux d'accueillir Sophie Bessis, qui est d'abord l'une des fondatrices de notre association et qui a donc participé au combat qui a été mené, qui a été avec nous, disons, qui nous a soutenus au moment du combat qui a été mené à la Manouba durant l'année universitaire 2011-2012 pour la défense des valeurs universitaires. Hamad Erdissi aussi nous a apporté un soutien très important à ce moment-là. Donc notre association était d'abord... Je suis sorti également. Enfin, toi, tu es un migrant associatif. J'ai démissionné de la présidence de la propagation. C'est ça, donc voilà. Donc chaque fois qu'une association se fait, il faut chercher derrière Hamad Erdissi. Et chaque fois, Hamad Erdissi tire son épingle du jeu et se consacre à autre chose. Donc notre association est née pendant ces moments très difficiles. Elle a été d'abord un comité de défense des valeurs universitaires, particulièrement créé lorsque nous avons senti qu'il y avait danger, il y avait une menace en la demeure et que les salafistes étaient devenus de plus en plus intransigeants. Ce comité a été créé et il a surtout eu la charge de défendre les valeurs universitaires, de faire des rapports chaque fois que ces valeurs universitaires, chaque fois que les libertés académiques, chaque fois que les règles pédagogiques étaient transgressées. Et ensuite, nous avons eu à défendre notre ami et notre doyen Habib Kazdarli au moment de ce procès, au moment de son procès. Vous savez, ce procès marathon, ce feuilleton judiciaire qui a nécessité pas moins de 8 audiences et dont on a connu l'épilogue en avril dernier avec le jugement, l'acquittement en appel. Voilà, donc ensuite nous avons jugé utile de transformer ce comité de défense des valeurs universitaires, de soutien à la Manouba, ça s'appelait comme ça à l'époque, en association tunisienne de défense des valeurs universitaires. Nous avons considéré qu'il fallait tirer profit de ce soutien, de ce capital, de sympathie, de cette solidarité autour de l'affaire de la Manouba, autour du comité, pour créer cette association qui donc a comme objectif, comme son nom l'indique, cette défense des libertés académiques, des normes universitaires, de l'autonomie de l'institution universitaire, et qui se propose aussi de diffuser auprès des jeunes, auprès des étudiants, auprès des citoyens, cette culture de la défense des valeurs universitaires à travers un certain nombre d'activités comme des colloques, des séminaires. Nous proposons aussi aux étudiants des activités culturelles. Nous leur avons proposé l'année dernière des séances de ciné-club et nous envisageons de proposer des présentations de livres durant l'année prochaine dans le cadre de nos activités. Nous avons également
un grand œuvre à initier dès cette année. Nous allons nous atteler avec tous nos partenaires à l'université, les syndicats, les doyens, les recteurs, à initier une réflexion sur une charte de l'universitaire qui va impliquer pas seulement les enseignants, les étudiants, mais également toutes les composantes de l'université, et qui sera solennellement, donc la charte sera, quand elle sera achevée, elle sera signée solennellement par toutes les parties prenantes qui auront contribué à sa rédaction. Je m'excuse d'avoir été lent. Je vous remercie d'être venu écouter notre amie Sophie, que je voudrais présenter très brièvement, puisque je pense que la majeure partie d'entre nous connaissent déjà Sophie. De plus, nous avons exposé l'essentiel de ces publications à l'entrée. Vous allez pouvoir les consulter, vous en souvenir, ou peut-être revenir à la bibliothèque pour les lire ou pour voir également les nouvelles publications qui sont exposées par Claire Fontaine à l'entrée ici dans le hall. Sophie est agrégée d'histoire, comme vous le savez. Elle a été rédactrice en chef à Jeune Afrique et au Courrier de l'UNESCO et chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Ces publications, j'en cite quelques-unes, je viens de vous dire que l'essentiel figure ici à l'entrée. Elle a publié L'arme alimentaire en 1979 chez La Découverte, Bourguiba en 1986 avec Souhaïb Belhassan. Il a été publié par les éditions Jeune Afrique et réédité par les soins d'Elisade en 2011 dans une version identique à la première, sauf que la préface a été modifiée. Il y a eu les femmes du Maghreb et je voudrais en parler un petit peu, enfin très très rapidement, dans la mesure où, à partir de ce titre, nous voyons que Sophie s'intéresse essentiellement beaucoup, entre autres aux droits humains bien sûr, mais aussi à la femme. Elle a travaillé sur les femmes du Maghreb et au sein de la FIDH, dont elle est membre actif et dont elle a été au sein de la fédération, on peut dire qu'elle a figuré dans plusieurs manifestations et je crois que l'essentiel de son combat est axé toujours autour des problèmes de la femme. Sophie a participé, je le dis aussi très rapidement, vous voyez, je pense qu'elle a fait beaucoup plus de choses que ça, mais il faut être un petit peu rapide pour lui laisser la parole et profiter de ce qu'elle va nous dire. Elle a été membre de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, et je m'arrête là pour ce titre qui n'en finit pas. Voilà donc elle a participé à la mise en place des premières structures après l'indépendance, et voici, après la Révolution, donc après la Révolution en 2011, et elle va nous présenter maintenant son nouveau livre, qui est une réflexion, je pense, synthétique ou l'aboutissement d'une grande maturité intellectuelle. Je pense que ce livre que vous allez avoir le plaisir de lire est un livre qui montre non seulement un parcours de réflexion, mais aussi le parcours de la personne, si on compare, si on voit qu'il y a un fil directeur dans toute la pensée, à travers toute l'œuvre de Sophie, qu'il s'agisse de Bourguiba ou des femmes, ou également de son autobiographie de Dandor. Ce livre est le livre, à mon avis, de la maturité, et Sophie va nous le présenter tout de suite. Merci. Je parle avant Hamad. Mon principe, je pense que... Comment je parle avant toi? Je ne sais pas. Bon, je vais essayer. Alors d'abord, je voudrais, remercier bien sûr l'association, vous remercier toutes et tous. Je m'excuse un peu de la solennité de cette salle, comme il y a beaucoup d'amis dans la salle, ça aurait pu être un peu plus convivial, mais enfin c'est le décor qui veut ça, et vous m'en excuserez, parce que je me sens vraiment entre amis, ce qui est encore plus difficile d'ailleurs pour moi, parce que parler devant un public aussi attentif, voilà, implique de la responsabilité. Mais je vais essayer d'être bref pour laisser la parole à Hamad Diès, et que je remercie beaucoup, parce que Hamad a accepté non seulement de lire le bouquin, mais d'en parler et, disons, de le questionner, disons, de questionner ce livre. Et je pense que quand on écrit un livre de cette sorte,
eh bien on l'écrit justement pour faire débat, pour être questionné, et c'est le seul moyen de poursuivre une réflexion et de l'enrichir, ne pas s'enfermer dans ce qu'on écrit soi-même. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans ce livre? En fait, et ce qui explique un peu ce titre de la double impasse, bien que j'ai essayé à la fin de cet ouvrage de laisser une toute petite ouverture dans un... Ah, ça marche là? C'est bon? Oui, puisqu'il y a une lumière. C'est mieux? Voilà. Donc je disais que j'ai essayé de mettre 3 choses au jour. D'abord, et 3 choses au jour qui entretiennent entre elles des liens extrêmement étroits. D'abord, ce que je pourrais appeler les raisons profondes, les raisons historiques, les raisons sociétales de la crise du monde contemporain. Car le monde contemporain vit une crise extrêmement profonde qui nous fait d'une certaine façon passer d'un monde vers un autre. Celui que nous quittons, nous le connaissons, celui vers lequel nous abordons, évidemment, nous ne le connaissons pas, et c'est un moment extrêmement important. Je rappelle la phrase d'Antonio Gramsci là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la crise? Eh bien, la crise, c'est quand le monde ancien se meurt, que le monde nouveau n'est pas encore advenu, et au sein de ce vide peuvent surgir des monstres. Voilà, et donc on est aussi dans ce moment-là. Deuxième chose que j'ai essayé de mettre au jour, le sens à l'intérieur de ce changement de contexte mondial, à l'intérieur de cette crise, mais à la limite on ne peut plus vraiment l'appeler une crise, elle est tellement longue, elle dure depuis tellement longtemps, que nous sommes dans une longue période de mutation, beaucoup plus que dans une crise momentanée bien sûr. Et à l'intérieur de cette mutation, que s'est-il passé depuis quelques années? Eh bien des soulèvements qui ont secoué une des parties du monde que l'on croyait dans le plus mauvais sens du terme, la plus stable, c'est-à-dire le monde arabe. Et donc, dans le contexte de cette mutation mondiale, j'ai essayé de percevoir, avec toutes les limites de l'exercice bien sûr, le sens que nous livrent ces soulèvements qui ont secoué le monde arabe, la façon dont il faudrait les analyser pour trouver ce sens, c'est-à-dire les remettre dans leur histoire, dans leur historicité. Et troisième point de mon travail, c'est parce que l'un ne va pas sans l'autre, et parce que parce que l'Occident est dans cette histoire le tiers acteur principal, un des tiers acteurs principaux, c'est la manière dont il faut analyser le regard que l'Occident pose sur le sud du monde et le regard qu'il a posé sur ses soulèvements. Alors, je pars du constat que le monde d'aujourd'hui, pour aller vite bien sûr, et vous m'en excuserez, j'ai essayé de faire un bouquin complexe, mais pour ne pas monopoliser la parole, forcément je vais schématiser 2 ou 3 choses en parlant. Que le monde aujourd'hui connaît une série de mutations d'une ampleur si considérable qu'elles remettent en question notre façon de considérer notre rapport justement à ce monde et à notre avenir. Et il y a dans ces mutations 2 types de bouleversements à mon avis, des bouleversements de très longue durée qui changent le rapport des humains à l'espace et au temps, et les 2 exemples, enfin les 2 cas, c'est le bouleversement démographique. En un demi-siècle, la planète a changé de démographie, et évidemment le bouleversement technologique. Et ces 2 bouleversements, ces 2 mutations de longue durée changent le rapport des humains à la fois à l'espace et au temps. Et deuxième, dans le plus court terme, si vous voulez, dans un temps relativement long, mais dans un temps historique plus court, c'est l'épuisement des idéologies qui avaient construit la modernité. Et cet épuisement des idéologies qui ont construit la modernité ont donné place à autre chose, dont, pas seulement, mais dont ce que j'appelle les nouveaux fondamentalismes que l'on peut voir à l'œuvre aujourd'hui, puisque le sous-titre du bouquin s'appelle L'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands. Alors, depuis un tiers de siècle, on va dire en gros, ces bouleversements de nature différente se rejoignent et organisent le monde sur des nouvelles logiques. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis ce tiers de siècle? On peut dire depuis en gros la fin des années 70, et excusez encore la rapidité de mon exposé et donc son caractère peut-être un peu simplificateur de la complexité de ce que j'ai souhaité dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, deux choses tout à fait structurantes de notre monde actuel, ou déstructurantes d'ailleurs, ça dépend de la façon dont la question se pose. C'est la fin des grandes utopies laïques, des grandes utopies séculières
évidemment, qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Quand je parle de la fin de ces grandes utopies séculières, c'est la fin de l'utopie communiste, évidemment, essentiellement. Et qui a été, donc, qui a laissé un vide idéologique tout à fait considérable. Et comme vous savez, la nature, comme les humains, ont horreur du vide, donc il a été rempli par autre chose. Et deuxième chose qui est concomitante, qui va avec, c'est la fin de la phase étatiste et régulatrice du capitalisme pour un nouveau type de capitalisme. Et ces faits ont conduit, à mon sens, à ce qu'on a appelé au début des années 80, ce tournant des années 70-80, la révolution conservatrice, et laquelle s'est déployée, cette révolution conservatrice, dans de très nombreux domaines, dont deux aboutissent à la construction de ce que j'appelle les fondamentalismes de notre temps, c'est-à-dire, appelons-le pour aller vite, le retour du religieux dans un monde totalement déserté par les utopies laïques, par les utopies séculières, et deuxièmement, l'émergence de cette nouvelle phase du capitalisme, qui est un capitalisme dérégulé, financier, mondialisé, sans frontières, sauf pour les humains, en tout cas sans frontières pour les capitaux et les marchandises. Et donc, ce retour de religieux et cette nouvelle phase du capitalisme, qui est un capitalisme, le capitalisme de la rente et de la finance, a remplacé le capitalisme de la production. Et c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, disons, dans l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de fondamentalisme? Parce que je pense que l'un et l'autre, le capitalisme dérégulé aujourd'hui est un fondamentalisme dans la mesure où l'idéologie de cette dérégulation marchande s'impose comme quasiment une théologie. Comme une théologie, c'est-à-dire que quand on regarde, il n'y a pas d'autre solution. Margaret Thatcher, une des pères fondateurs, j'allais dire, des mères fondatrices de cette révolution conservatrice, disait « There is no way », il n'y a pas d'autre voie. Donc, on dit au monde, c'est ça ou c'est rien. Et c'est une des, comment dire, c'est une des qualifications du fondamentalisme, de dire c'est ça et rien d'autre. Et les fondamentalismes religieux, bien évidemment, c'est la voie, ce n'est pas une voie, c'est la voie. Et donc, voilà ces deux idéologies produites, ce qu'on peut dire par la postmodernité, c'est-à-dire ce grand mouvement idéologique et intellectuel qui remet radicalement en cause les principes de la modernité issue des Lumières. Alors, là peut-être juste un petit bémol, bien entendu, les principes des Lumières, cette modernité des Lumières, devaient à un moment donné de l'histoire être remis en cause, dans la mesure où, en tout cas, devaient être interrogés, dans la mesure où aussi les Lumières, ces Lumières du XVIIIe siècle, du XVIIe, XVIIIe, pardon, ont eu des trous noirs. La colonisation s'est également réclamée des Lumières, ne l'oublions pas. Les camps de la mort, les camps d'extermination sont aussi, si je suis l'école de Francfort, l'école philosophique, une des conséquences de cette raison instrumentale produite par les Lumières. Mais, donc les Lumières devaient être interrogées, mais les idéologies produites par cette postmodernité dont je parle, eh bien, les ont interrogées pour de mauvaises raisons. Si je puis schématiser encore, il y a de bonnes et de mauvaises raisons pour interroger les Lumières. Donc, c'est dans ce contexte mondial, et c'est le deuxième point auquel je voulais arriver, c'est dans ce contexte mondial, porteur à la fois de réactions profondes et en même temps de nouvelles aspirations dans l'essui qu'on pourrait appeler aspirations, disons, de volonté de mettre fin aux régimes autoritaires et despotiques postcoloniaux, c'est-à-dire de clore l'ère immédiatement postcoloniale. C'est dans ce contexte mondial, à la fois de réaction et d'aspiration nouvelles, que ont surgi ces soulèvements dans le monde arabe. Donc, ils sont nés dans ce monde-là. J'aurais pu choisir d'autres parties du monde. Il se trouve que c'est la mienne, donc c'était plus facile. Ils sont nés dans ce monde-là. Donc, ils sont à la fois les soulèvements de ce contexte mondial et les fruits de leur propre histoire, bien sûr. C'est-à-dire d'une histoire locale, régionale, nationale, etc. Et dans cette histoire complexe du monde arabe, évidemment, je n'ai pas eu la prétention, parce que ça aurait été une grande prétention d'écrire cette histoire, mais j'ai choisi un axe d'analyse, qui est l'histoire problématique des rapports du monde arabe
avec la modernité et avec ce que j'appelle les universaux. Quelle est cette histoire problématique, ou cette histoire des rapports problématiques, plutôt que cette histoire problématique, avec la modernité, avec les universaux. Donc je vous ferai grâce de ce que je raconte dedans, mais en fait, pourquoi j'ai choisi cela? Parce que la séquence historique qui s'est ouverte avec les soulèvements de 2011, et pas seulement en Tunisie d'ailleurs, hein, bien sûr, même si la Tunisie tient une place importante dans cet ouvrage, elle ne tient pas la seule place. Donc cette séquence historique qui s'est ouverte est le produit à la fois de cette histoire interne et du contexte international contemporain. Et donc en schématisant à l'extrême, en fait, il y a en gros deux problèmes importants dans les rapports de cette partie du monde à la modernité. C'est à la fois le rapport religieux, bien sûr, et le rapport entre l'appartenance au groupe et le processus d'individuation du sujet. Alors, le deuxième, le rapport entre l'appartenance au groupe et le processus d'individuation du sujet est presque universel, c'est-à-dire on peut retrouver cette problématique dans d'autres régions des Suds, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde asiatique, etc. Le rapport religieux, lui, est beaucoup plus spécifique au monde arabe et peut-être plus largement au monde arabo-musulman, encore que pas dans toutes les zones du monde musulman. Et contrairement à ce qu'on a pu croire, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur la colonisation, c'est ce que j'essaie d'analyser aussi, la colonisation, en réalité, bien sûr, on peut dire qu'elle a ouvert sur le monde, mais en même temps, elle a figé les appartenances, et en figeant ces appartenances, elle a pu interrompre des processus de modernisation endogène, en étant porteuse d'un immense danger, c'est que la colonisation a fait assimiler la modernité à l'Occident. Et cette assimilation de la modernité à l'Occident est un des angles morts, évidemment, sur lesquels bute aujourd'hui l'histoire de la modernité dans cette partie du monde. Alors, et j'analyse évidemment les rapports particuliers qu'entretient le monde arabe avec l'Europe par rapport à la modernité, à l'universel. Alors, en Tunisie comme ailleurs, donc les soulèvements que l'on a connus, que l'on a vécus, sont les fruits de cette histoire. C'est-à-dire que ce que j'essaie de montrer, c'est comment ils sont porteurs de paradoxes, de contradictions. Ils sont à la fois révolutionnaires et réactionnaires. Dans le même moment, dans le même mouvement historique, ce sont des mouvements, des soulèvements de type réactionnaire et de type révolutionnaire, à la fois porteurs d'aspirations modernistes et séduits par des rhétoriques fondamentalistes et des rhétoriques réactionnaires. Et que c'est pourquoi cette séquence historique qui est en cours, si on ne veut pas parler de révolution, mais on est au début d'une séquence historique, qu'est-ce que c'est 4 ans? C'est pas grand-chose. Cette séquence historique qui est en cours et connaît à la fois, en même temps, des avancées et des régressions. De quoi accouchera-t-elle? Quelle rupture faudra-t-il opérer pour qu'elle puisse accoucher de quelque chose? C'est une des questions que je pose en étant extrêmement prudente, évidemment, sur les réponses à apporter. Et enfin, pour terminer, et c'est le troisième et dernier point, pour apporter quelques éléments de réponse à ces questions que je me pose, il faut analyser ce que je disais tout à l'heure, la rupture d'un tiers acteur qui est encore central, qui a, je dis, une centralité finissante dans le monde actuel, mais une centralité quand même, qui est l'Occident. Même si cette centralité est profondément questionnée aujourd'hui par l'émergence, non économique, mais l'émergence des Suds. Pourquoi? Et la question que je pose, c'est pourquoi et comment l'Occident a-t-il abandonné les universaux de la modernité, ou partiellement abandonné ces universaux de la modernité, dont il avait fait, d'une certaine façon, sa propriété exclusive entre le XVIe et le XXe siècle. Et par quoi sont-ils remplacés? Ces universaux sont abandonnés parce que l'absolutisme des sphères marchandes et financières fait que tout est sacrifié dans la politique occidentale aujourd'hui à cet absolutisme des sphères marchandes et financières, et les alliances des pays occidentaux sont essentiellement motivées par ce type de préoccupation. Et je vous parlais tout à l'heure des idéologies de la postmodernité par le triomphe de ce que j'appelle un différentialisme culturel qui renvoie l'autre à des appartenances totalement figées dans lesquelles le paradigme religieux occupe la première place. Et donc dans cette lecture différentialiste du monde dont je parle, eh bien,
ce que j'essaye de montrer, et qui est un des dangers, je pense, pour les avancées d'une nouvelle modernité, c'est que le religieux et les marchands, ces deux fondamentalismes, ne sont pas concurrents, mais sont parfaitement complémentaires et peuvent se partager le monde. Et pourquoi? Parce que, aujourd'hui, dans le monde actuel, on prend la mondialisation pour de l'universel. Or, la mondialisation et l'universel sont deux concepts et deux contenus radicalement différents l'un de l'autre, et je dirais, c'est ça qui est antinomique. Et en même temps, le piège de ce fondamentalisme marchand qui rejoint le religieux, c'est que on prend aussi cette uniformisation du monde qui est due au moule marchand, au moule de ce nouveau capitalisme financier entier pour de l'universel. Donc l'universel est noyé à la fois dans l'universalisation et dans la mondialisation. Et que donc, évidemment, les idéologies fondamentalistes religieuses trouvent devant elles des boulevards, si je puis dire, puisque elles répondent, ou elles font semblant de répondre, ou elles feignent de répondre aux interrogations et aux pertes de sens dues à la mondialisation marchande. Voilà un petit peu ce dont je parle dans ce livre, et donc la question finale, c'est l'universel a-t-il aujourd'hui un avenir? Coincé dans cette double impasse, puisque c'est le titre du bouquin, est-ce qu'il a aujourd'hui un avenir? Je laisse évidemment la question ouverte, et concernant le monde arabe, je pose la question de savoir, malgré le pire vers lequel semblent aller certaines des régions qui composent cette partie du monde, je pose la question de savoir si lui, avec d'autres régions du Sud, sont porteurs dans le conflit, dans la douleur, dans des régressions possibles, sont porteurs de nouveaux universaux, de nouvelles lectures de l'universel, donc qui a partiellement déserté aujourd'hui la pensée occidentale. Mais je veux laisser à mon ami Hamadi le temps de parler un peu, donc je vais m'arrêter. Je vais m'efforcer de parler de la double impasse comme si je devais me justifier de l'avoir écrit, mais aussi pour me redoubler en critique en interpellant son auteur, cet auteur qui moi-même, et émaillé la présentation de questions et de remarques. La version métaphorique de la double impasse est dans la guerre des dieux. Deux dieux qui s'affrontent, Mercure, dieu du commerce, mais aussi du vol, et le dieu unique, le dieu de la loi. Mercure vient de subtiliser le feu à Prométhée, lequel a développé à Zeus, et le rendre à la crier au monde entier. Le produit a pour nom la civilisation technique. En face de Dieu unique qui n'a plus prise sur son monde, il veut le prendre comme s'il lui avait échappé, comme si le monde l'avait trahi pour appareiller avec quelqu'un d'autre. Un combat inégal, certes, dites-vous, mais où est la place? Elle est dans le déficit de sens, précisément dans ceci. D'un côté, le monde marchand, aussi inégal qu'impitoyable, se miroiter au rebut de la planète des pauvres un bonheur inaccessible pourvu qu'ils y œuvrent. Il offre ainsi, pour toute perspective planétaire, une chimère. De l'autre, le Dieu vieilli de la loi, le Dieu de la loi, rajeunit dans ses faussaires et ses pastiches les fondamentalistes. Ainsi, le Dieu flippé se parle des habits neufs du millénarisme religieux. L'âge d'or n'est plus comme le pensée des Grecs derrière nous, il est comme le corps des sophistes devant nous, mais ces phalanstères sont des confréries. Elles occupent de force l'utopos, le hors-dieu, en l'espèce le Dieu vide, laissé par le socialisme utopique. Deux dieux rivaux qui s'affrontent et qui s'allient volontiers contre, je cite, l'individu libre forgé par la modernité. Le dieu marchand s'en réapproprie pour faire de l'amour economicus un individu solitaire et insatiable, et le dieu de la loi qui absorbe le mot equalus dans un tout sans reste, un corps collectif et organique. Tous deux broient l'individu et écrasent le sujet. En somme, les deux dieux sont l'envers en droit, les deux pièces d'une même monnaie, les deux faces d'un même dieu, les deux visages de Janus frappés de strabisme, l'un regardant derrière, l'autre devant, mais tous deux de travers. En fait, les deux dieux naissent de l'anomie sociale, plus précisément de cette modernité qui finit dans une post-modernité inhumaine et sensée. Le credo marchand est fondamentaliste,
et au marché du sens, le fondamentalisme religieux tient boutique. L'impasse n'est pas un dilemme. Le dilemme offre une alternative au double bind, ou ceci ou cela. L'impasse est un cul-de-sac duquel on s'en sort qu'en rebroussant chemin. Dans la ville arabe, elle est signalée par un panneau Zanqat X, impasse X, mais quand elle est double, vous n'avez plus d'alternative, sauf escalader le mur. Que faire? Première option, prendre acte du décès de la modernité et espérer dans l'inespéré une vie androïde dans un 23e siècle heureux. Seconde option, concevoir qu'on vive de nouveau dans un temps mouvementé, en pleine révolution, aux multiples facettes, avec ses fractures, ses contradictions, ses suspens, ses entre-deux entre un passé qui ne finit pas et un avenir qui peine à venir. Les révolutions arabes en sont une illustration. Elles sont justement au croisement de deux forces qui déchirent le monde, le règne sans fin du marché et le désir de liberté. Entre global et local, Orient et Occident, elles sont au cœur de la problématique de l'universalisme et du relativisme. Maintenant, les critiques vont commencer. Le livre se subdivise en trois parties. La première partie porte sur l'anomie. À la deuxième, on suit les trajectoires des révolutions. Et en troisième partie, on croise le regard occidental sur autrui. Pour l'auteur, l'anomie ne désigne pas l'absence de normes, ce qui est d'ailleurs le sens même d'anomie, mais bien le changement d'échelle occasionné par une démographie, disons non contrôlée. D'un mot, la démographie confie à la guerre le soin de réguler les naissances et elle produit de la pauvreté. Propos hardi, quasi malthusien, qui peut soulever l'objection étiologique, voir le monde des hommes comme un règne animal, et qui aurait dû affronter de face la thèse d'Yves Courbage et d'Emmanuel Todd sur la transition démographique, presque accomplie dans le monde arabe, celui même auquel s'intéresse l'auteur. C'est d'ailleurs elle, c'est-à-dire la transition démographique, qui explique selon les deux auteurs les révolutions arabes. Comme on aurait aimé qu'elle s'attarde sur... Bien sûr, là, il y a un imparfait du subjonctif que je sors pour ne pas faire pédant, sur la pauvreté, qui est moins un état calculable qu'un concept esquissé déjà dès le XIXe siècle par le sociologue Zimmel. Le pauvre est celui qui se pense comme tel dans une société qui décide de sa pauvreté comme elle fixe le seuil, le seuil de la richesse, où on est riche. Paradoxalement, l'anomie globalise, uniformise, standardise, lors même qu'elle localise, différencie, exclut. Pourquoi? Parce qu'il faut bien fixer des frontières et produire de la différence, condition même de la globalisation. En fait, je cite l'auteur, la mondialisation et la culturalisation sont les deux faces d'une même médaille. L'auteur utilise au passage le concept de système-monde. On eût aimé qu'elle s'attardât, moi je l'utilise, sur ce que Emmanuel Wallenstein, économiste et sociologue marxiste, a appelé le système-monde. Non pas un système dans le monde ou du monde, pas plus que le monde ne soit un attribut du système, mais ceci, système et monde, à peine séparés par un tiret, ne forment qu'un même concept, système-monde, world system. Ce système-monde a trois caractères, il est autonome, aucun acteur ne le maîtrise, il divise le monde entre centre, semi-périphérie et périphérie, une division non géographique, il est inclusif, c'est-à-dire qu'il englobe plusieurs cultures, plusieurs nations, plusieurs sociétés et plusieurs États. Version culturelle, l'auteur se réfère à Olivier Roy. Abordant le rapport du religieux au culturel, Olivier Roy, l'auteur de la Sainte Ignorance, joue sur les différents registres du terme culture. Il distingue entre déculturé, acculturé, inculturé, exculturé. Sophie Bessis se sent plutôt en phase avec l'idée que les religions en tant que culture d'un monde sans culture, Marx aurait dit l'esprit d'un monde sans esprit, composent volontiers avec la globalisation, mais non nécessairement avec l'universel. L'auteur y revient de manière constante, surtout en troisième partie. Mais pour l'heure, une grande question est abordée, la querelle des universaux. L'universel sans l'universel, c'est la liberté des occidentalisés. Mais l'universel contre l'universel, c'est Dieu contre Dieu. Plus généralement encore, quel rapport entretient l'Occident à l'universel et à la mondialisation, la modernité et la postmodernité, des concepts qui reviennent constamment dans le livre? Voilà une vraie querelle, mais voilà aussi une vraie question.
La deuxième partie porte sur les révolutions arabes, où se joue, semble-t-il, d'après l'auteur, le sort universel. Pour un public, je dis en partie ça. Okay. Pour un public franco-autochtone, entre guillemets, c'est pas elle qui utilise le concept, c'est moi, le récit est redondant. La modernité a été historiquement autoritaire, elle a opposé les conservateurs aux modernistes, elle est introuvable, ambiguë. Bon. Mais est-ce vrai qu'il n'y a pas de lumière arabe? Si on prend la lumière comme une disposition d'esprit, vous qui vous référiez maintenant à l'école de Francfort, je pense à Adorno et Horkheimer, n'est-ce pas? Et non une étape. Est-ce vrai qu'il n'y a pas de lumière chrétienne et pas de lumière juive? Bien au contraire. Il y a des lumières juives et il y a des lumières chrétiennes, on pourra en parler. Ce n'est pas le moment, peut-être tout de suite, là, mais on pourra en discuter. On doit cependant reconnaître à l'auteur une intuition qui travaille l'œuvre, la réclusion identitaire, qui fait que même les intellectuels les plus éclairés n'arrivent pas à transcender le sentiment d'appartenir à une Oumma déchue. La question d'Israël est au cœur de cette incapacité à penser autrement que sous l'effet de l'émotion. Sophie Bessis refuse toute assignation identitaire. Sévère, elle critique le fait colonial israélien d'autant plus aisément qu'elle reproche à raison aux intellectuels arabes d'avoir été tellement aveuglés par la théorie conspiratoire qu'ils ont été incapables de penser le totalitarisme. Cette ambiguïté se prolonge dans les révolutions dont on ne sait si elles nous sortent de l'exception arabe ou si elles nous enfoncent dans la nuit islamiste. L'auteur ne décrit pas les révolutions. Elle s'interroge sur ce qu'elle appelle les deux lignes de fracture. La première, la fin de l'alliance islamo-moderniste. Et la seconde, ligne de fracture, le rejet de l'islam global wahhabisé par l'islam maghrébin. Vous êtes optimiste. La troisième partie est réservée à l'Occident qui regarde son sud immédiat, un nouvel Orient en formation, si l'on ose dire. Mais alors, comment se fait-il que la pluralité se transforme en différence? Et pourquoi l'universel le reflète-t-il? Au miroir occidental, les révolutions suscitent d'abord l'enthousiasme, puis la déception, enfin le sentiment de fatalité. Tout semble se passer comme si l'islam politique est, je cite, l'invariant d'une personnalité collective artificiellement homogénéisée. Livrée, je ferme mes guillemets, livrée à l'islamisme, la région est finalement identique à elle-même. Mais l'Occident n'est pas à une contradiction près. L'auteur passe en revue les inconséquences d'un Occident qui trahit ses propres idéaux. L'incohérence de sa politique en Syrie, son engouement pour le Qatar, son silence sur ce qui se passe en Arabie Saoudite, ses interventions humanitaires à la carte, son avidité pour l'argent du pétrole et ses investissements dans les pays islamiques. Constat banal. Mais animé par le souci d'en expliquer les raisons. L'auteur note que l'Occident n'a pas de discours justificateur de ces contradictions. Contrairement à l'entreprise coloniale, grandement servie par une littérature apologétique fort prisée à l'époque. À l'essentialisme de la région arabe correspond terme à terme le différentialisme. Qu'est-ce donc le différentialisme, sinon l'éloge de la différence sauvage, irréductible et folklore? Le différentialisme de droite a fait son temps. Celui des gauches est encore plus pernicieux, car il se nourrit des valeurs de l'hyper-altruisme et de la lutte contre les dominants. D'un bout à l'autre, les néoconservateurs américains et les altermondialistes se trouvent alliés, l'un par le mépris, l'autre par le respect, pour faire l'éloge de l'indigénat. Est-ce un raccourci rhétorique? Est-ce là un raccourci rhétorique? Peut-être. En tout cas, pas tant si on se réfère au registre de légitimation de l'islam politique par la gauche européenne, au point que toute critique de l'islamisme passe pour l'islamophobie. L'auteur fournit de nombreux exemples de cette alliance contre nature entre la gauche radicale et l'islamisme soft qui essentialise encore une fois le statut du post-colonisé. Ce sont les femmes, notamment les femmes démocrates tunisiennes, qui sont souvent citées en exemple type de ce que l'auteur appelle ceux qui dérangent. Ceux et celles qui luttent contre la réclusion perpétuelle, l'assignation identitaire et le différentialisme. J'en viens enfin au souffle qui anime puissamment ce livre écrit au nom des universalistes.
on les appelle les modernistes. Dans la section La liberté orpheline, l'auteur dit la solitude de ces femmes et hommes qui sont doublement discrédités, honnis et désormais méprisés, doublement étrangers, ils le sont dans leur propre pays, où ils passent pour des parias, et en Occident, ils sont accusés de leur société. Ils sont occidentalisés, éloignés du peuple, de petits bourgeois doublement suspects. Alors, co-religionnaires, ils doivent fournir la preuve qu'ils sont enracinés dans sa culture, dans leur culture, et aux occidentaux qu'ils sont leurs alter ego. Paradoxalement, ce sont eux désormais qui sont les vecteurs de l'universalité. Celle-ci s'est déconnectée de l'Occident pour se brancher à de nouveaux providers de sens et souffler dans une portion de l'humanité plus accueillante, avide de liberté. Ils sont la passerelle qui nous sort de l'impasse différentialiste. Je crois pour ma part qu'ils sont aussi des fondamentalistes. Je ne vois pas pourquoi l'auteur récuse ce concept. Au même titre que les partisans du marché et les fous de Dieu. Ils se prévalent du fondamentalisme séculier des Lumières, dont parle Ernest Gerner dans Postmodernism, Reason and Religion, 1992. Et je ne vois pas pourquoi l'auteur récuse le concept. Une ultime question. Qu'en est-il de la sortie de la seconde impasse, l'impasse de la mondialisation? Enfin, je vais terminer sur la globalisation. Je pense que la globalisation est un phénomène complexe qui affecte les trois systèmes fondamentaux de l'échange interétatique, de la souveraineté territoriale et de la culture. Les échanges sont désormais décloisonnés, l'autorité est non étatique et la production de sens non familière. L'une des approches les moins tragiques que l'auteur ne semble pas partager de la globalisation serait de dire, à la suite d'Anthony Giddens, que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les conséquences de la modernité sont devenues pour tous plus radicales et plus universalisées. L'espace et le temps d'une part, le global et le local d'autre part, se sont à la fois dissociés et connectés à travers des modes impensables auparavant. Nous qui vivons dans un espace qui n'est plus seulement notre territoire national, happé par le rythme effréné du temps mondial, nous avons la possibilité d'exposer à la planète notre univers local, même si au fond nous souffrons d'une globalisation que nous ressentons comme une manifestation de la domination impériale. Tout aussi radicale, la critique de l'uniformisation du monde est sans fondement sérieux. Elle fait partie de ces peurs imaginaires qui consistent à organiser la résistance contre le mal à venir toujours différé, de la peur de l'an 1000 au bug de l'an 2000. Au cœur donc de la globalisation, la pluralité des mondes, comme la pluralité humaine, comme on parle Hannah Arendt que vous citez, des acteurs et des intérêts. Nous sommes plus qu'un, et chacun de nous à lui seul est un monde, et parfois plus d'un monde qu'aucune mondialisation ne pourra écraser. Je vous remercie. Je ne vais pas répondre point par point parce que ça, le débat pourra continuer entre nous, sinon ça serait trop long et vous tous et toutes, j'espère, avez envie de parler. Je répondrai juste sur deux ou trois points. Sur la question de la démographie, je dis bien que je n'adopte pas une attitude malthusienne sur cette question-là. Je connais les travaux de Todd et Courbage, mais ce n'est pas du tout dans la même logique que je me place. La logique dans laquelle je me place, je pense que Todd et Courbage ont tort sur une question, c'est que si le Maghreb a pratiquement achevé sa transition démographique, c'est absolument pas le cas du Mashrek. D'abord. Et donc, Todd et Courbage, si on regarde les indices de fécondité, si on regarde les taux de natalité, on ne va pas y revenir, mais le Maghreb et le Mashrek sont dans des trajectoires démographiques, non pas antinomiques, mais avec une asymétrie chronologique importante. Donc, bon, mais voilà, ça, je pense, il y a qu'à regarder un certain nombre d'indicateurs. Mais enfin, simplement, pourquoi j'ai pris la démographie? J'ai pris la démographie pour dire, il n'est pas indifférent pour le rapport que l'humanité entretient à sa planète, que, en moins d'un siècle, nous soyons passés d'un peu plus d'1 milliard d'humains à plus de 7 milliards d'humains. C'est pas la même chose. On n'occupe pas son espace de la même façon, on n'a pas le même rapport au monde. Et aujourd'hui, alors évidemment, je ne parle pas de surpopulation, de sous-population, parce qu'il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il s'agit d'un fait. Et qu'aujourd'hui, quand on croise
à la fois cette explosion démographique, appelons-la comme ça, et justement cette globalisation, cette uniformisation du monde, et cette ouverture absolue du marché du travail, où nous sommes dans un seul marché du travail mondialisé, eh bien, il y a une partie des jeunesses du monde qui sont des jeunesses inutiles, dont le monde n'a pas besoin, dont le système n'a pas besoin. Il y a trop d'offres de travail par rapport à la demande d'emploi. Et la question qu'il faut se poser, c'est que deviennent-ils, ces jeunes? Qu'est-ce qui leur est offert? Qu'est-ce qui leur est donné? Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? Et c'est une des questions, je n'y réponds pas, mais une des questions où recrutent les mouvements fondamentalistes. Ils recrutent aussi dans ce vivier inépuisable qu'offre la croissance démographique sans perspective d'avenir. Et voilà pourquoi je le crois, et pourquoi la question démographique m'intéresse. Bon. Et ce que je dis, c'est que, eh bien, qu'est-ce que leur donnent ces mouvements? Ces mouvements leur donnent à la fois sens et puissance. Sens, un sens dévoyé certes, mais un sens tout de même, et puissance, parce qu'on ne regarde pas le monde de la même façon avec une Kalachnikov à la main et dans un contexte pacifique. Et la puissance est une des conséquences de la frustration, c'est la volonté de puissance. Deuxième, Hamad dit, bien sûr je comprends tout à fait que tu dises, je le pose avec un peu plus de questionnement que tu ne l'as dit, ces deux lignes de fracture à propos des révolutions, enfin des soulèvements arabes, est-ce qu'il y a? Il y a, je crois, et le cas tunisien a montré ce conflit entre islam transnational et islam local. Bon, et qu'il y a eu des sources de conflit, et qu'une des sources de conflit en Tunisie a été ce conflit, et un des rejets de la partie de la population qui a rejeté Al-Nahda, ce n'est pas forcément un rejet au nom de la laïcité, laquelle, vous le savez très bien, fort peu présente dans le débat politique tunisien, mais c'est au nom, justement, de cette ligne de fracture, islam transnational, islam locaux. Et on a pu le voir dans d'autres pays également. Et bon, islamisme, modernité, il y aura un autre livre à écrire. C'est évident, hein, j'ai esquissé la question, et je me rends tout à fait compte des limites de cette esquisse, et qu'il faudrait aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'analyse. Alors, pour les lumières, ce que je dis, quand tu parles de lumière chrétienne, lumière musulmane, lumière juive, ce que je dis simplement, on peut très bien souscrire à ce que tu dis. Ce que je dis simplement, c'est que dans ce regard, à la fois dans cette réclusion identitaire d'un côté de la Méditerranée, et dans son regard différentialiste de l'autre, on a inventé le concept d'islam des Lumières. Moi, c'est ce concept-là que je récuse. Je dis, il y a eu des Lumières dans le monde musulman. Est-ce que cela signifie qu'il y a un islam des Lumières? Je pose la question, simplement. Et donc, qu'il y a eu des Lumières dans le monde musulman est quelque chose d'absolument, je veux dire, historiquement, il apparaît extrêmement difficile de nier qu'il y a eu des périodes de lumière dans l'histoire du monde musulman. Mais désessentialiser cette histoire du monde musulman, c'est de ne pas parler d'un islam des Lumières, comme il me paraît difficile de parler d'un judaïsme des Lumières ou d'un christianisme des Lumières. Mais il est évident que les Lumières profanes du XVIIe siècle britannique ou du XVIIIe siècle français ont été des Lumières qui se sont déployées dans un univers chrétien, dans un univers marqué par la culture chrétienne, sans pour autant des Lumières chrétiennes. Jérusalem de Mendelssohn. Jérusalem de Mendelssohn, c'était très compliqué, on ne va pas entrer dans peut-être, mais oui, la lumière, en tout cas pas le judaïsme des Lumières. Je veux bien qu'on parle de lumière juive, je veux bien qu'on parle de lumière musulmane, mais pas d'islam des Lumières, pas de texte des Lumières, parce que le texte est à interroger, les textes à interroger d'une autre façon. Voilà comment je dis. Lumière musulmane, oui, islam des Lumières, il faut voir. Voilà. Ou on pourrait le dire pour les trois religions révélées, bien entendu. Pour le monde arabe, évidemment, j'en parle davantage puisque je parle davantage du monde arabe. Tout à fait, effectivement, j'essaie d'expliquer pourquoi la grande différence entre ce monde postmoderne et le monde moderne du XXe siècle, c'est qu'effectivement, toute l'épopée coloniale, toute l'épopée impériale, l'Occident, ou l'épopée anticommuniste également, l'Occident a toujours su produire un discours justificateur de ses actions, et y compris de ses propres contradictions. Et quand on voit l'Occident aujourd'hui, eh bien, une des failles aujourd'hui, et ce qui montre la décentration de l'Occident, c'est que l'Occident n'a plus de discours.
Il n'y a plus de discours. Il n'est plus producteur de sens aujourd'hui. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors là aussi, évidemment, il faudrait aller beaucoup plus loin que je vais. Mais bon, j'ai écrit ça, mais ça vaut d'autres livres. Alors, là, je ne vais peut-être pas m'attarder sur la question, bien qu'elle mérite vraiment quelque chose. Les universalistes, tu dis, sont des fondamentalistes séculiers des Lumières. C'est pas faux. En tout cas, ces universalistes-là. Effectivement, est-ce que justement, et je m'arrêterai là parce que ça mérite un débat beaucoup plus ample, est-ce que, à l'état historique actuel des questionnements dans le monde arabe sur l'universel, nous ne sommes pas, dans cette partie du monde, à arriver à un questionnement qui prend en compte le relatif, qui prend en compte le contingent, et c'est des chocs de fondamentalisme. On pourrait poser aussi la question comme ça, effectivement. On pourrait poser la question comme ça, je m'arrêterai là, mais moi je n'apporterai pas de réponse, mais je pense que ta question est tout à fait pertinente. Bon, là où je ne suis pas d'accord, et ça mériterait débat, c'est que je pense qu'effectivement, une des limites de ce que j'appelle les universalistes, c'est qu'effectivement, la question de l'uniformisation marchande, la question de l'appauvrissement du monde par cette uniformisation n'est pas posée, n'est pas interrogée. Et là où je crois que nous avons une divergence importante, et j'en terminerai par là, c'est que dans cette partie du monde, on n'a pas réfléchi à l'impasse de l'uniformisation du monde et à la différence fondamentale qu'il y a entre globalisation et universalisme. Et je continue à penser que la globalisation uniformisante du monde marchand actuel est un obstacle à l'universalisation des principes et des valeurs. Ça vaut un bouquin. Merci Sophie. Je pense que le nœud se trouve dans cette association de arabe et islam. Arabe, c'est une civilisation qui avait ses limites. L'islam est un mode de liberté qui a transgressé cette civilisation. Et je pense que depuis le XIVe siècle, le problème n'est pas résolu. L'islam est arrivé en disant que les hommes étaient égaux. En Arabie, c'est des populations qui sont stratifiées et des couches sociales. Premier élément. Deuxième élément, il est arrivé dans un espace où il a libéré la femme. L'islam a entré l'arabité a entré la femme. Et je pense que cette association porte en elle-même déjà le problème qui n'est pas encore résolu depuis le XIVe siècle. Et aujourd'hui, quand on parle d'un islam transnational, d'un islam local, c'est totalement différent. C'est un arabe redoré par l'islam et un islam qui est séparé de cette lecture. L'islam, en arrivant dans un espace berbère, qui est un espace qui croit à la liberté des hommes, a été rapidement accepté. Le deuxième élément, à propos de cet islam des Lumières, les Lumières en Occident sont intéressées uniquement à l'Occident. Quand l'islam est arrivé, il y a quelque chose de fabuleux, c'est quand, en 8e siècle, il n'y avait pas de médecine arabe. Au 8e siècle, il n'y avait pas de langue arabe des sciences. Et subitement, au 10e siècle, on ne parle plus d'une médecine uniquement en langue arabe. Donc cette transformation, c'est même pas un élément qui est fabuleux. Vous parlez tout à l'heure du problème de l'argent. L'islam a remplacé l'argent par le savoir. Un esclave pouvait acquérir sa liberté en enseignant à 10 personnes. Donc il a fait une mutation du matériel vers le cérébral. Et c'est cette lecture qui a permis, je pense, son extension en moins de 2 siècles sur 3 continents, en pénétrant dans des espaces qui sont totalement différents culturellement, l'espace sassanide, l'espace byzantin, l'espace berbère, et il a pu être rapidement enrôlé et pris, et les gens ont continué leur chemin. Donc je pense que, effectivement, il faut peut-être penser à un islam des Lumières. Et merci. Je vous remercie. Si vous voulez, bon, évidemment, mon bouquin, d'ailleurs, je n'en serais absolument pas capable, je ne suis pas un islam. Ah, je sais pas comment tu veux. Donc, pour question d'organisation, est-ce que vous pouvez regarder des questions? Bon, alors je vais peut-être répondre rapidement. Non, simplement, je ne suis. Mon livre n'est pas un livre sur l'islam, hein, que les choses soient extrêmement claires, mais c'est un livre beaucoup plus historique. Peut-être je ne partage pas tout à fait votre point de vue, dans la mesure où je pense que
qu'il faut réinterroger les religions. On pourrait dire ce que vous dites des trois religions révélées, en gros, hein. Mais je pense que si elles n'étaient que cela, elles n'auraient pas produit forcément ce qu'elles ont produit aussi. Et donc, toute religion, tout appareil idéologique est aussi, comment dire, sa production historique permet de le lire. Et la production historique de l'islam, comme du christianisme par exemple, du judaïsme dans la période contemporaine, parce que c'est une histoire comment dire, plus localisée, plus compliquée, permet aussi d'interroger le texte. Mon bouquin n'est pas un bouquin savant au sens où il n'est pas un livre objectif. Il tâche d'être impartial. Il tâche de donner des clés. Mais il dit des thèses. Et il dit mes thèses, bien sûr. Et une thèse que je termine par un point d'interrogation, car la plupart de ce que j'évoque se termine par des points d'interrogation, je dis, peut-il y avoir une modernité achevée sans rupture profane? Voilà. Et ça, donc, forcément, j'interroge le religieux dans cette optique-là, et pas le religieux pour le religieux. Moi, personnellement, le religieux pour le religieux ne m'intéresse pas. Voilà. Mais le religieux, pour ce qu'il produit historiquement, m'intéresse. Et pour ce qu'il produit, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui ressemble à de la liberté, et non pas les libertés au pluriel, qui ressemble à de la liberté, hors d'un cadre profane. C'est-à-dire, hors d'un cadre libéré, d'une parole qui, par définition, est indiscutable, puisqu'elle est la parole divine. Voilà, et c'est des questions que je pose. Voilà. J'étais très intéressée par... je n'ai pas lu le livre encore, et... Personne n'est parfait. Oui. Bon, ce sont des questions tout simplement de l'écoute. Alors justement, je pose la première question, se rapporte à votre interprétation de cette crise à l'échelle internationale de dérévolution à partir de critères démographiques. Donc je reviens sur ce point que vous avez essayé d'élucider un peu. Donc il y a des hommes en trop. Évidemment, la problématique de l'homme en trop n'est pas un problème quantitatif. Ce n'est pas des hommes en trop, c'est que le système donc néolibéral, en ce moment, dans le cadre de la mondialisation, se fout des hommes. Il en fait, et vous le savez, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, les hommes poubelles et les hommes de trop, c'est-à-dire, bon, il y a plusieurs écrits là-dessus, donc Bertrand Glivi a écrit, bon, vous connaissez ses travaux, donc ce qui se passe, c'est que les normes keynésiennes de la social-démocratie habituelle ne fonctionnent plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Habermas qui le dit. Donc, au fait, donc, le problème de la sécurité, les problèmes sociaux ne sont plus pris en charge par, et là, on laisse mourir les hommes. Donc la question n'est pas démographique, c'est une question, si vous voulez, politique, c'est une question de gestion économique. Ça, c'est sur le premier point. Alors le deuxième point, c'est, ce qui me gêne un peu, c'est les concepts. Bon, je me retranche sur ma formation un peu de philosophe, c'est modernité, postmodernité. Alors c'est comme, alors nous avons eu un problème en tant que politique, nous sommes modernistes contre les traditionnalistes, et on a porté cela. Alors la modernité, bien sûr, la modernité elle a ses critères, le progrès, le déterminisme historique, la sécularisation, etc. Bon. Et tout cela a laissé donc place à une nouvelle théorie qui est celle de la postmodernité que vous critiquez fermement. La postmodernité, bien sûr, a donné lieu à la remise en cause du déterminisme historique, au concept de fin de l'histoire. C'est comme il y avait une fin de l'histoire. Au concept de fin de la mort de l'homme, Foucault. Bien. Donc, le concept de plan d'immanence, Deleuze. L'homme ne se pense plus. Ce sujet, au fait, est immergé dans un champ qui le dépasse. Et évidemment, on a l'impression que la pensée postmoderniste
est-ce qu'on peut penser actuellement en dehors des critères philosophiques de la postmodernité? C'est-à-dire que l'homme, donc, n'est plus dans le déterminisme, l'homme n'est plus dans l'historicisme. Bon, il y aurait éventuellement une autre vision de l'humain. L'homme doit prendre son sort entre ses mains. Donc, alors, la pensée de la postmodernité, c'est celle de la subjectivation, c'est celle du commun. Bon, tout cela, vous le connaissez, c'est un ensemble d'écrits, Hack, etc. Alors, je suis un peu gênée parce qu'on ne peut plus penser en termes de modernité classique, d'une pensée du progrès. Vous avez certainement lu, donc, Adorno, etc. Donc, le progrès crée une sorte de mirage du progrès qui est lui-même à l'origine de cette illusion marchande développée. Alors, là, je suis un peu gênée moi-même. Je suis convaincue qu'on ne peut pas concevoir une réorganisation du monde en dehors d'une vision post-moderniste. Alors, il y a un humanisme post-moderniste, à partir de Nietzsche. Alors, je vais essayer de vous répondre, si vous permettez, parce que votre question est tout à fait importante. Elle est extrêmement importante, parce qu'il y a des pensées postmodernes. Et moi, j'en ai pris une. Vous avez tout à fait raison. Et quand j'ai dit tout à l'heure, mais en 2 secondes, qu'il y a des bonnes postmodernités et des mauvaises postmodernités, il faut réinterroger la notion du progrès, bien évidemment. La notion du progrès n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On ne peut plus. Si le progrès est une avancée continue de l'humanité dans l'avoir, eh bien, ça ne peut plus marcher, ça ne marche plus. Qu'est-ce que c'est que le progrès aujourd'hui? Évidemment, c'est un concept qu'il est nécessaire d'interroger, parce que si le progrès est uniquement dans l'accumulation infinie de biens matériels sur une planète finie, ce n'est plus, c'est juste plus possible. Donc, effectivement, il faut réinterroger le progrès, c'est l'évidence même. De la même façon, effectivement, il convient d'interroger le postulat cartésien sur l'homme maître et possesseur de la nature. L'homme est contingent, l'humain, je préfère, si vous permettez, neutralisons le terme. L'humain est contingent, il est faible, il n'est pas un démiurge, il n'est pas Prométhée, justement, il est bien autre chose, et je faisais la différence, effectivement, mais je le dis en 2 minutes, entre cette critique de la modernité de l'école de Francfort, puisque vous avez cité Adorno et Horkheimer, cette critique de la modernité, ce n'est pas un hasard. Si la critique de l'école de Francfort, c'est-à-dire même si, bon, ça puise à des racines antérieures, mais c'est fait après le nazisme. C'est fait après le nazisme, elle s'est faite après le nazisme parce que les Adorno, les Horkheimer, les Marcuse, plus tard, une dizaine d'années plus tard, les Arendt, on dit, mais si la modernité a produit ça, alors ça veut dire quoi? Et évidemment, c'est une interrogation abyssale, l'interrogation post-nazie, bien entendu. Donc tout ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, j'ai été un peu simple dans ma présentation, et peut-être aussi dans mon bouquin d'ailleurs, parce que j'ai choisi, et je l'explique un peu, si vous voulez, un des résultats de la postmodernité, ce résultat de la postmodernité, c'est-à-dire un relativisme, parce que même dans le relativisme culturel, vous avez plusieurs postmodernités. La postmodernité de Lévi-Strauss est une postmodernité parfaitement acceptable, où il dit il n'y a aucune hiérarchie à établir entre quelque culture que ce soit. Bon, et qui est le postulat du fameux bouquin Race et Histoire, évidemment, de Lévi-Strauss. C'est vraiment son postulat. Il n'y a aucune hiérarchie d'aucune sorte. Et chaque culture a atteint dans sa sphère son point de perfection. Mais aujourd'hui, on est dans un différentialisme, et c'est un des résultats, une des branches comme ça, vous savez, comme dans un arbre, vous savez très bien, il y a des branches, puis il y en a qu'on trouve, puis il y en a qu'on ne trouve pas. Et une des branches, c'est un différentialisme absolu. Un différentialisme absolu qui exclut, à mon avis, de la pensée et du domaine du pensée. Je ne suis pas philosophe, je suis historienne, alors forcément, si vous voulez, je l'ai beaucoup plus pris dans la question de la modernité, de la postmodernité, dans leur sens historique, plus que dans leur sens philosophique, qui n'est pas ma formation. Mais ce différentialisme va tellement loin qu'il exclut de la pensée la notion de genre humain. Et moi je dis l'humanisme doit retrouver ce qu'est le genre humain au-delà des différences. Voilà. C'est un peu cela, si vous voulez, la question que je pose.
Sur la démographie, très très rapidement, je crois qu'il y a deux questions. Ce que vous dites est parfaitement vrai, effectivement. C'est-à-dire que cette phase contemporaine du capitalisme, cette phase néolibérale, si vous voulez, est effectivement un rouleau compresseur tout à fait destructeur. Et je pense qu'au-delà de ça, et ça entre dans la question que vous dites de la postmodernité, c'est-à-dire que, en fait, je pense que vos deux questions, même si vous ne le voulez pas, sont liées. L'occupation de l'espace, bien sûr, une planète à 12 milliards d'habitants, la technique actuelle peut donner à manger à 12 milliards d'humains. Le problème n'est pas là. Si le monde était égalitaire ou moins inégalitaire, tout le monde aurait de quoi bouffer. Le problème n'est pas là. Mais c'est pas là que le problème. C'est pas dans la production. C'est comment vit-on dans un espace terminé. Et comment vit-on dans un espace terminé, dans un espace clos, totalement clos. Moi, mon expérience personnelle, je terminerai par la question, c'est que, bon, je me suis baladé dans beaucoup de régions du monde. En particulier, il y a fort longtemps, en Afrique centrale, que l'on appelait, il y a 40 ans ou 45 ans, une région vide. Et aujourd'hui, ce sont des densités indiennes dans les mêmes régions, avec les mêmes modes de production, avec qui ne sont pas... Et donc là, ça pose de vraies questions, et on ne veut pas s'interroger sur cette question-là, on ne veut pas s'interroger sur ce que veut dire une humanité à 12 milliards d'humains, humainement et philosophiquement, on ne veut pas s'interroger là-dessus. Hamadi l'a évoqué. Et je trouve que dans le livre, les universalistes, l'analyse est courte à leurs propos. On peut s'interroger de savoir si aujourd'hui, les universalistes ne sont pas dans une impasse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est une question qui nous interpelle. Et il est important peut-être de pouvoir au moins esquisser des réponses. Et j'aurais voulu que le livre aille plus loin sur cette question-là. En tant que tel, si la sortie de l'impasse n'est pas elle-même une impasse. Non, Hamadi, si tu veux intervenir plus longuement, évidemment, simplement, moi je pense ouais, que tu as tout à fait raison là-dessus. Je sais que ce bouquin a des failles. Ce que j'ai voulu, d'une certaine façon, c'est presque une question sentimentale. Je crois qu'il y a un autre chapitre à écrire sur la question de l'universalisme, mais la question que posait Hamadi aussi, ce moment actuel des questionnements sur l'universel dans cette partie du monde, on pourrait dire la même chose à la limite pour la Chine, pour l'Inde, quand on regarde les penseurs des post-colonial studies indiennes, par exemple, ou on pourrait dire la Buddhist studies indiennes. C'est dans ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas dans d'autres types en termes de fondamentalisme, comme l'a dit Hamadi? Tu dis mon analyse est courte. Peut-être. En tout cas, elle vaut largement, cette question de l'universalisme vaut largement un chapitre supplémentaire que je n'ai pas écrit. Et je disais, c'est une question sentimentale. Comme j'ai intitulé ce livre La double impasse, j'ai voulu à la fin, d'une certaine façon, faire ce que les Anglais appellent du wishful thinking. C'est-à-dire trouver, comme dit Hamadi, le tronc, la clé pour sortir de l'impasse. Et si je posais les questions, toutes les questions, qui méritent d'être posées sur les universalistes, et que je poserai certainement un jour, parce que je pense que le sujet est loin d'être clos, ou que quelqu'un d'autre que moi posera, d'ailleurs pas forcément moi, c'est, mais alors, on se suicide? Oui. Bon, on n'a pas forcément envie de se suicider, bien sûr. Là, on peut répondre plus sérieusement. Je pense que si on prenait juste ce sujet, il y a plusieurs points noirs. D'abord, on a tendance à confondre les adeptes, est un mot que je n'aime pas beaucoup, les défenseurs, on va dire, de la modernité dans le monde arabe, à des démocrates. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les défenseurs de la modernité sont loin d'être des démocrates. Or, on ne s'interroge pas assez sur ce qu'on pourrait appeler la modernité autoritaire, sur les expériences autoritaires de modernité. Ça, je crois que c'est important. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et que je suis sûr que ça a beaucoup frappé beaucoup d'entre nous, c'est que, par exemple, si on prend le coup d'État militaire en Égypte du 3 juillet 2013, eh bien, beaucoup de grands intellectuels égyptiens
ont applaudi à un coup d'État militaire. Ça pose question. Ça pose question. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas d'adéquation forcément entre modernistes et démocrates. C'est une vraie question. Parce que la démocratie est un chemin extrêmement difficile. Kierkegaard disait, c'est une formule de Kierkegaard que j'aime beaucoup, en disant, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Non. Et moi, c'est une formule que j'aime. C'est le difficile qui est le chemin. Et dans la démocratie, c'est le difficile qui est le chemin. Et c'est un chemin très difficile parce que c'est une remise en question constante de soi-même. Donc il y a ça. Universel, modernité, démocratie. Quels sont les liens qu'entretiennent modernité et démocratie dans les soulèvements du monde arabe? Je préfère dire du monde arabe que les soulèvements arabes, car c'est un monde divers et ne le réduisons pas. Par ailleurs, universalité, non, modernité, démocratie. Universalité, nationalisme. Toute la question du nationalisme doit également être reposée, évidemment. Et elle n'a pas été suffisamment posée. Donc, parce que, est-ce que ne doit pas se poser, et c'est aussi la question du post-nationalisme, puisqu'on parle de la post-modernité, je crois qu'il y a aussi tout un immense chapitre qui n'a pas été exploré sur la question du passage du nationalisme au post-nationalisme. Alors c'est facile à dire, évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ça je n'en disconviens pas. Mais là aussi, il y a une direction. Donc il y a d'énormes boulevards à interroger, des questions extrêmement intéressantes, et puis évidemment, le rapport, disons, de ces universalistes à l'autre fondamentalisme dont je parle, qui est le fondamentalisme du capitalisme marchand, ce rapport n'est pas posé non plus. Donc, enfin, je ne vais pas m'étendre, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur, disons, les manques ou les rapidités, ou certaines rapidités qu'il peut y avoir dans cet ouvrage sur ces sujets-là, incontestablement. Moi, je voudrais poser quelques questions concernant des points plus précis, plus locaux, par exemple. Entre autres, vous parlez de cette cécité de l'Occident, enfin, quand il s'agit de justifier ce qui se fait maintenant, ce qui fait du monde aussi. Cette cécité, on l'a aussi vue, peut-être par translation, peut-être par filiation intellectuelle et culturelle, on l'a vu dans les élites du monde arabe. Justement, vous parliez de cette hétérogénéité, enfin de cette incompatibilité, ou paraît-il, me semble-t-il, cette incompatibilité entre des modernistes et qui ne soient pas démocrates en même temps. Moi, je pousse cette incompréhension jusqu'à me poser la question, est-ce que tout le monde, nous vivons dans la même histoire, dans le même moment historique? Parce que dans ce globe, dans cette humanité de 7 milliards d'individus, en fait, il y a des gens qui vivent encore comme il y a 10 000 ans. Et d'autres se projettent déjà dans le 21e et dans le 23 siècles plus tard. Est-ce que ceci ne produit pas un certain décalage? Pourquoi ne pas interroger justement cet universaliste de l'inégalité qui se développe, parce qu'en fait, parallèlement, en même temps, que se sont produits les soulèvements, les émeutes de la faim ou les insurrections, dans le monde arabe, ça s'est produit aussi en Occident. On a vu aussi le printemps des villes, enfin, pas seulement en Occident, peut-être même plus loin. Hein. Et là, on m'a amené la question à l'échelle de la nationalité, qu'elle soit large ou restreinte, parler du monde arabe, c'est parler de nationalité, ou peut-être d'ethnie, hein. Ça dépend comment on envisage la question, parce que pour l'islam, c'est plutôt politique, alors que dans l'islam politique, c'est plutôt une nation, c'est un territoire de gouvernement, alors que bon, pour d'autres, c'est... Moi, je me pose la question concernant qu'est-ce que la nationalité aujourd'hui? L'allégeance,
avec le multinationalisme, hein, des gens qui ont plusieurs nationalités, par là le transnationalisme, hein, à quoi correspond finalement la notion de nation, hein, d'État. Et puis bon, pour revenir sur un point que j'ai oublié de signaler, savoir que les printemps des villes dans le monde occidental n'ont rien à voir avec la colonisation, post-colonisation au Paris. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça rejoint un peu une question là, que je n'ai pas répondu sur tradition et modernité d'ailleurs, parce que je n'ai pas répondu à cet aspect. Bon, évidemment, je ne réponds pas à tout, je ne me suis pas posé toutes les questions, bien sûr. Hein. Moi, je ne crois pas. Laissons de côté la cécité de l'Occident, elle existe et je l'explique, alors c'est peut-être un des passages les plus développés de mon bouquin. Mais sur cette asymétrie historique, moi je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, tous les humains de cette planète vivent dans le même temps historique. Ils n'ont pas forcément la même perception. Ils n'ont pas la même perception. Mais ils vivent dans le même temps historique. C'est-à-dire que la tribu indienne d'Amazonie, qui n'a ni l'eau, ni l'électricité, etc., voit des avions passer au-dessus de sa tête, voit des barrages hydroélectriques les chasser de leur terre, voit des autoroutes traverser leurs champs. D'accord ? Eux n'ont pas l'électricité, etc., ils vont mourir de la variole. Mais ils voient tout cela. Donc, dans quel temps vivent-ils ? Ils vivent dans le même temps que le nôtre. Mais ils n'ont pas la même perception du temps que le nôtre, parce que notre temps leur est fondamentalement hostile. Notre histoire, c'est-à-dire cette histoire leur est hostile. Et donc, il y a des perceptions et des rapports au temps qui ne sont pas les mêmes. Mais qui, les fondamentaux, les islamistes, ils récusent la modernité, peut-être, mais ils sont des modernes, ils ne sont pas des archaïques. Ils ne sont pas des archaïques, ils maîtrisent parfaitement la technologie la plus sophistiquée. Donc, les islamistes ne sont pas des vieux turbans. Et moi, je pense que là, il y a une confusion, me semble-t-il, importante entre les traditionalistes et l'islam politique. Et on pourrait dire cela, d'ailleurs, des évangélistes et des Tea Party américains. Donc, c'est pas seulement sur l'islam. Ce ne sont pas des traditionalistes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le clivage, je ne sais pas si Hamad est d'accord avec moi, c'est ce qu'il a dit, le clivage fondamental n'est plus tradition-modernité. En allant très loin, il n'y a plus de traditions. Elles ont été démantelées, les traditions. Il y a des souvenirs de la tradition. Mais la tradition en tant que telle existe à l'état de trace, dans des lieux extrêmement localisés, il y a son souvenir. Le clivage aujourd'hui, donc à mon avis, n'est plus tradition-modernité, mais est identité. L'identité a remplacé la tradition. C'est-à-dire une construction idéologique identitaire a remplacé la tradition. Et on croit aujourd'hui, effectivement, bon, la propagande ça sert à ça aussi, que chacun vit dans des identités fermées, que l'identité de l'un n'est pas l'identité de l'autre et qu'elles ne sont pas communicables, qu'elles ne sont pas, qu'elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur les temps historiques différents. Moi, je ne pense pas du tout. Maintenant,